Oh yeah! Bonsoir et bienvenue à tous et merci à Nick et Tim du groupe Hot Club des Insulaires pour nous accompagner en musique ce soir. Super Nick. Je suis Stéphanie Navoli, la présidente de l'Alliance française de Victoria. Merci à vous d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette nouvelle nuit des idées, événement mondial co-organisé ici à Victoria avec le Department of French à UVic, dont Hélène Caz est la directrice. Elle est présente parmi nous ce soir. Merci Stéphanie, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir d'être ici avec des amis, mais aussi des gens que nous ne connaissons pas encore et que nous connaîtrons mieux après. Je voudrais placer cette réunion sous l'ouverture d'une reconnaissance de territoire. En d'autres temps, ce débat aurait eu lieu dans les amphithéâtres de l'Université de Victoria, et nous tenons à dire que nous respectons et nous reconnaissons les peuples parlant le Lekwungen et leur territoire traditionnel où est établie l'Université de Victoria, ainsi que les peuples Sanghees, Esquimalt et Saanich, dont les relations de longue date avec ces terres continuent jusqu'à ce jour. C'est une reconnaissance de cette gratitude invisible, mais aussi de notre responsabilité invisible à l'égard de ceux qui nous accueillent. Merci. Merci Hélène. Nous avons aussi le plaisir d'avoir comme co-animatrice de la soirée Marie Villeneuve de l'émission Far West d'ici Colombie-Britannique Yukon. Bonsoir Marie. Bonsoir, très contente d'être là, encore une fois. C'est la première fois pour l'Alliance française de Victoria, mais c'est un grand plaisir, vraiment. Merci beaucoup. Cet événement est enregistré. Vous pouvez choisir d'éteindre vos caméras si vous préférez. Il sera ensuite rediffusé sur la chaîne YouTube de la Nuit des Idées. Et maintenant, je laisse la place à Monsieur Nicolas Baudouin, consul général de France à Vancouver. S'il y a un problème technique, en attendant que le problème soit résolu, comme je suis bavarde, je parlerai volontiers. Et je parlerai d'abord de ce qui va se passer ce soir, un tout petit peu, et du fait que cette soirée, en soi, c'est un engagement dans l'incertitude. C'est un événement qui a été prévu pour être tenu en personne, en public, avec des musiciens qui seraient à côté de nous dans la même salle, avec des chocolats qu'on se partage et des verres qu'on fait passer de main en main. Et nous l'avons transformé, et en le transformant, en fait, nous l'avons enrichi. Et je trouve que c'est un bel exemple de ce que nous appelons l'engagement dans l'incertitude, qui est la manière dont nous avons compris le thème de ce soir. N'hésitez pas à me couper si monsieur le consul général de France à Vancouver désire parler. Mais sinon, je voudrais faire un rapide tour de ce qui va se passer. Et Hélène, pardon, je vous interromps, c'est Graciane à Vancouver. Le consul arrive. Bon. Merci beaucoup. Mais du coup, vous pouvez continuer peut-être jusqu'à ce qu'il arrive. Juste quelques minutes. Merci Hélène, vous êtes parfaite. Non, ça va. Alors, en fait, je pense que le consul va nous parler du thème de la Nuit des Idées et de l'idée de la Nuit des Idées. Et c'est absolument fascinant, c'est mondial, et nous sommes en train de participer à quelque chose que nous partageons avec des milliers d'autres personnes et qui sera en ligne. Et nous ne savons pas avec qui nous le partageons, mais nous savons que quelque chose nous unit. Et je trouve que participer à quelque chose de ce type, c'est le moment d'être soi. Non pas de se fondre dans la généralité, mais de voir ce que nous pouvons apporter, comme nous-mêmes, de Victoria, et là, avec quand même deux associations communautaires francophones, et vous allez voir des invités qui représentent des domaines, mais aussi des approches extrêmement différentes. Qu'est-ce que nous pouvons tous apporter à un thème aussi large que reconstruire ensemble?
Et en fait, quand je vous en parle, j'aurai plus de temps pour vous en parler, nous avons choisi non pas de changer de thème, mais de changer le regard sur ce thème en choisissant un sous-titre. Alors les sous-titres, c'est toujours vague. C'est-à-dire, on ne sait pas si ça contredit, si ça précise, si ça élargit, si ça fait une ouverture ou une fermeture. Et moi, j'adore ça, parce qu'on peut faire n'importe quoi. Et c'est ainsi que c'est devenu s'engager dans l'incertitude. Mais maintenant, nous avons la certitude que le consul général est là, et je me tais. Pardon Hélène, désolé pour le retard à l'allumage. Voilà, j'ai un peu de mal à mettre mes idées en ordre. Voilà, c'est ça le... Bonsoir à toutes et tous. J'y vais, Oui, allez-y, monsieur le consul, allez-y. Non, écoutez, moi je vais être bref, d'autant plus que je suis en retard. Ce que je voulais juste dire, c'est que c'est un peu une pirouette, mais bon, vous savez, c'est la 7e édition de la Nuit des idées qu'on organise partout dans le monde chaque année à cette période. Et au moment où on a du mal à circuler justement physiquement, eh bien, le fait de pouvoir faire circuler ces idées grâce à vous et pendant ce moment, je trouve que c'est vraiment très réconfortant et salutaire. Donc, bravo pour cet engagement et pour cette organisation et le choix de ces différents panels. Je voulais juste aussi indiquer qu'il y a une dimension évidemment européenne et de la présidence française de l'Union européenne, vous savez, qui a débuté le 1er janvier cette année. On a inscrit cette nuit aussi des idées dans ce cadre-là. Vous savez que la France, on a lancé cette conférence sur l'avenir de l'Union européenne qui doit aboutir en mai de cette année sous la présidence française et qui a été un grand espace de débat public, citoyen un peu partout en Europe. Il y a 50 000 Français, une majorité d'ailleurs de jeunes qui ont participé à différents débats, et je voulais indiquer qu'il y aura parmi les actions qui sont prévues, l'idée de mettre en place une académie d'Europe qui réunira des intellectuels des 27 pays, de toutes les disciplines et donc de tous les États membres, pour débattre aussi sur l'identité européenne. Donc voilà, je voulais signaler aussi cette dimension de notre action et de l'inscription de cette soirée aussi dans ce cadre-là. Le dernier point que je voulais faire, c'est évidemment pour vous remercier toutes et tous pour votre mobilisation. Monsieur Fall, Hélène Caz, évidemment, Catherine Léger, Cassie Henmans, François Michaud, et puis le duo, le Hot Club des Insulaires, qui assurera l'animation musicale. Et évidemment, je termine par un remerciement tout particulier à Marie Villeneuve, une des grandes voix de Radio-Canada, qui nous fait le grand plaisir d'animer et de donner de son temps pour animer cette soirée. Donc, à toutes et tous, vraiment un grand merci. Et voilà, je vous rends la parole et je vous écoute. Merci. Merci. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on m'entend. Merci beaucoup, Monsieur le Consul. C'est un grand plaisir. Et je le dis très sincèrement parce qu'encore une fois, c'est ma 4e Nuit des idées, je pense, cette année. Et c'est toujours un moment remarquablement agréable parce qu'il y a des idées qui circulent et je pense que dans le monde dans lequel on vit en ce moment, on a besoin de se rassembler pour parler, pour penser ensemble, pour réfléchir à ce qui se passe dans notre monde.
L'année qu'on vient de passer, évidemment, a changé nos vies. Tout le monde est un peu chacun chez soi. Je ne fais plus de la radio de la même façon. J'en fais en studio, mais je n'ai pas d'invité devant moi, ce qui me manque énormément. Je vous parle ce soir. Je parle à une caméra qui est devant moi encore une fois. Mais il y a quand même des choses qui se sont passées dans cette année-là et je pense qu'on arrive justement à se rassembler d'une autre façon. Alors, on a une très, très belle soirée, je pense, pour vous ce soir. Vous pourrez poser des questions. Les gens qui nous regardent chez eux et qui ne font pas partie de cette discussion-là officiellement, vous pourrez poser des questions tout à l'heure. On aura de la musique et on a Hélène Caz qui va co-animer, hein, je pense, Hélène, je peux dire ça, comme ça, co-animer cette soirée-là avec moi. On va présenter, bien sûr, tous les gens qui vont s'adresser à nous tout à l'heure. Mais Hélène avait quelque chose à dire sur ce thème-là, s'engager dans l'incertitude. Hélène, vous avez commencé votre réflexion tout à l'heure, mais je pense que ce n'était pas terminé. Hein. Il y a d'autres choses à dire, Hélène, à ce sujet-là. Oui, mais je vais aller vite aussi. D'abord, merci, merci encore d'être là. Et puis, en fait, c'est un grand plaisir parce que nous pouvons, et nous savons maintenant comment nous pouvons parler à distance. Et nous savons aussi comment nous pouvons parler avec confiance sans connaître les personnes de l'autre côté des autres caméras. Et je crois que ça, nous l'avons appris. Si vous vous rappelez, la première fois que vous êtes allé sur Zoom, moi, je ne venais pas comme j'étais habillée, etc. D'abord, je passais, vérifier que ça allait bien. J'essayais Zoom 4 fois, et puis ça ne marchait pas au dernier moment. Et en fait, nous sommes les uns avec et les unes avec les autres. Alors, Nicolas Baudouin parlait de pirouette. Et c'est en fait une pirouette que j'ai fait avec le sous-titre pour parler de s'engager dans l'incertitude au lieu de penser à reconstruire ensemble. Et je voudrais m'en expliquer un petit peu et aussi en même temps vous dire à quoi vous attendre et à quoi ne pas vous attendre. Quand on a reçu le titre « Reconstruire ensemble », et il y a les deux mots, donc je vais d'abord parler de reconstruire, ben moi il me semblait que c'était ou un peu trop tôt ou un peu trop tard. Mais que, en fait, ça n'allait, je ne voyais pas comment on pouvait se mettre là-dedans. On venait de nous dire « Ah ben, vous ne ferez plus la rentrée, en présence, hein, mais vous la ferez peut-être plus tard, mais certainement plus tard, etc. » Et en réfléchissant à ça, je me suis dit « Mais au fond, est-ce qu'on ne se dit pas toujours que c'est ou trop tôt ou trop tard ?» Et est-ce que cette position où on se dit « c'est ou trop tôt ou trop tard », ça n'est pas celle dans laquelle justement il faut s'engager, justement pour reconstruire. Alors, je ne sais pas si j'aime le de reconstruire, c'est-à-dire est-ce qu'on veut vraiment refaire comme c'était ou est-ce qu'on veut construire? Et est-ce que c'est l'occasion de construire justement autrement? Et si c'est le cas, ben, il faut le faire maintenant, c'est-à-dire quand c'est à la fois trop tôt et trop tard. Je trouve que nous vivons depuis un certain temps, mais au fond, certainement depuis avant la pandémie, mais nous ne le savions pas, dans une ère des peut-être et des points d'interrogation. En ce moment, c'est très visible. C'est peut-être la dernière vague. C'est peut-être moins sérieux. C'est peut-être le début d'une autre vague. C'est peut-être la fin du monde. La fin du monde est peut-être déjà arrivée cet été, en fait. Et en fait, c'est peut-être nous sommes obligés de les mettre devant tous nos plans, devant tous nos calculs et devant tous les discours qu'on nous a appris à tenir pour nous présenter avec une identité. C'est dans cette suspension, en fait, que quelque chose peut se passer, dans un autre type de temps. Le temps qui, je pense, est le mieux décrit par l'histoire de l'épée de Damoclès, au-dessus de la tête de Damoclès, tenue par un crin de cheval. Il passe toute sa vie sous cette épée. Il est très heureux, il a tout ce qu'il veut, mais il a cette épée au-dessus de sa tête. Ben, ça donne une autre dimension à ce qu'on fait de cette vie-là. Et cette dimension-là, nous l'avons tous découverte. Nous avons en fait pas une épée, mais je dirais tout un arsenal, une panoplie d'épées au-dessus de la tête. Le climat, les inégalités, la perte du lien social, du contact social. Aussi la perte des illusions.
Nous sommes dans une vraie crise de la confiance. Nous découvrons chaque année que nous savions des choses que nous avions choisi d'oublier. Je pense en particulier à ces découvertes absolument macabres de tombes non marquées dans les lieux mêmes où nous vivons. Je pense au sort et à la maltraitance sociale de milliers d'amis que nous avons et de millions de personnes que nous ne connaissons pas parce qu'elles avaient une couleur de peau différente de celle de la couleur dominante. Et nous le savions, mais nous ne le savions pas de la même manière. Et c'est aussi pour ça que je dis que c'est le temps de l'engagement et finalement le temps de l'espoir de pouvoir creuser dans cet espace de la suspension un lieu pour l'identité et pour le futur. Nous ne pouvons le faire qu'en communauté et que dans la continuité que nous donne la communauté, avec cette acuité qui nous donne paradoxalement un sentiment d'appartenance et de responsabilité. Ma dernière image, ce sera celle d'un manège. Je pense que nous sommes tous et toutes descendus d'un grand manège, celui des habitudes, des assumptions, du petit confort, aussi de l'aveuglement. Ce manège est arrivé au point mort et même maintenant il cale encore. C'est dans cet arrêt que le mouvement à venir n'est plus celui du retour, mais celui de l'avant, celui de l'engagement. Alors ça, c'est construire ensemble. Eh bien, ensemble, nous sommes ensemble. C'est l'idée même du débat. C'est un débat auquel ont été invités, et je vais aller vite, 2 musiciens, Nick Montego et Tim Croft, qui forment le premier duo. Ils sont en train de faire un CD. J'essaie désespérément de les encourager à faire la publicité de leur CD. Ce sont 2 merveilleux musiciens. Il y a 3 ou 4 profs, ça dépend comment on compte les uns et les autres. Je ne sais pas si je compte encore comme prof. Et 2 marionnettes. Et je me demande si je compte dans les 2 marionnettes, mais ça, c'est une autre question. Il y a un artiste, il y a une chercheuse écologiste, il y a 2 associations communautaires, il y a une journaliste, il y a un consul, il y a aussi, et je voudrais lui dire un grand merci, dans l'ombre, Ginette Miranda, qui rend tout ça possible parce qu'elle connaît la technique et qu'elle a les mots magiques pour que Zoom ne tombe pas en panne. Et on pourrait se dire, ben, pourquoi ces personnes? Est-ce qu'on a fait un concours? Est-ce qu'on a fait une loterie? Non. Nous sommes tous ici parce que nous avons dit oui. En fait, la définition des gens qui sont sur ce plateau, c'est de dire oui à l'engagement et de créer cette nuit des idées qui n'est pas tant à propos de contenu qu'à propos d'un échange, à propos d'un temps que nous passons ensemble, le temps de l'étude, de l'art, du partage, des projets, donc en fait le temps de cette réunion. J'espère que j'ai persuadé tout le monde que s'engager dans l'incertitude, c'était une perspective très riche pour reconstruire ensemble. Et sans plus attendre, je passe la parole à ceux qui ont quelque chose à dire, à commencer par mon très estimé collègue Mustapha Fall, qui enseigne à l'Université de Victoria, au département de français. Il enseigne la langue, il enseigne la pédagogie, et c'est un professeur aimé de tous. C'est-à-dire, ça fait toujours plaisir quand on lit les commentaires des étudiants et des étudiantes, mais aussi quand on entend parler de lui, on a le sourire de penser qu'il est parmi nous. Et Mustapha Fall a créé un cours il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, ou il y a 1 an, je ne sais plus, dans la suspension, sur les Global Connections, c'est-à-dire la manière dont les communautés francophones à Victoria sont des communautés internationales. Et il a gagné pour cela un prix pour la création de ce cours. Donc, j'ai demandé à Mustapha de nous parler de son engagement contre le racisme et pour la tolérance en tant que professeur. Merci d'être là. Merci, chère Hélène, professeure Hélène, pour cette présentation. Merci aussi à ces mots assez gentils à mon égard. Et un grand merci à l'Alliance française, vraiment, de m'avoir fait l'honneur de participer à cette rencontre.
autour de la thématique « Reconstruire ensemble, s'engager dans l'institut ». Bon, comme propos introductif, je suis tout à fait d'accord avec le professeur Hélène que la crise que nous traversons n'a épargné personne sur la planète. Pendant 2 ans, elle a testé le sens de notre solidarité humaine. Elle a aussi testé le sens de notre devoir de responsabilité envers l'autre. Bref, elle a testé toute l'humanité. Mais il faut reconnaître que même si la crise a créé des poches de solidarité dans le monde, et même elle a aiguisé notre créativité humaine, elle a aussi étouffé notre humanité en exacerbant les inégalités sociales. Et plus grave encore, elle a réveillé chez certains le dangereux virus de l'ethnonationalisme, le virus du racisme, le virus de la discrimination. Mais entendez-moi bien, je ne suis pas venu ce soir pour remuer le couteau dans ces plaies de notre société. Au contraire, je suis venu pour vous donner mes idées, pour partager mes idées avec vous sur comment inclure les exclus pour dépasser le racisme dans ce beau projet qui est de reconstruire ensemble et s'engager dans l'institut. Pour ce faire, bon, mon propos sera inscrit vraiment, tient à un seul concept, un seul mot, Ubuntu, et le mot U-B-U-N-T-U. C'est un concept qui vient des langues bantoues. C'est un concept qui existe presque dans toutes les langues bantoues d'Afrique. Que contient ce concept? Et pourquoi est-ce que je vous en parle aujourd'hui? D'abord, ce concept signifie tout simplement, Ubuntu signifie tout simplement vivre ensemble. Et il y a mon ami sud-africain, souvent il m'attaque et il me dit qu'en fait, Mustapha, tu ne connais pas la profondeur de ce terme, Ubuntu, parce que il le dit souvent en anglais, je lui dis, mais écoute, en fait, tu me dis, et je vais essayer de traduire ça en français. Il me dit, I am because you are. Que je traduis par nous existons parce que les autres existent. Les autres existent parce que nous existons. Ce que veut dire que, en fait, ce terme contient cette interdépendance humaine. L'humanité est devenue un corps dont les membres sont presque nous. Mais à chaque fois que je réfléchis sur ce terme, il faudrait qu'on sache que ce mot comporte la leçon vraiment de l'humanité que nous devons à l'Afrique du Sud après l'apartheid dans les années 1990, au cours duquel cet apartheid, après l'apartheid, il y avait une commission de vérité et de réconciliation pilotée par notre cher Desmond Tutu, regretté Desmond Tutu, qui vient d'être arraché à notre affection, et je m'incline devant sa mémoire. Ce concept a été créé tout simplement pour dépasser les atrocités raciales, l'apartheid et tous ces problèmes, le fossé qui se creusait entre les Noirs et les Blancs. Ce terme a été créé dans ce contexte-là. Mais la question fondamentale, c'est que vous êtes en train de dire ou de vous interroger pourquoi est-ce que je vous parle de ce concept? Pourquoi ce concept dans ce projet de vraiment de reconstruire ou de construire et dans l'engagement?
Tout simplement parce que l'exigence de ce concept Ubuntu s'adresse à notre humanité, à notre temps. Il s'adresse à notre temps. Un temps où il est temps maintenant vraiment de détruire les murs de l'ethnocentrisme pour construire des ponts de solidarité humaine. Et je pense que le professeur Kaz a déjà mis l'accent sur le fait de construire. Mais il faut d'abord détruire avant de construire. Donc, moi, je pense que la première condition, c'est de détruire des murs de l'ethnocentrisme pour construire d'abord des ponts de solidarité humaine. Ça, c'est une exigence du concept Ubuntu. Mais aussi, je pense qu'il faut détruire le racisme et la discrimination dans toutes ses formes pour ensuite construire des solidarités. Parce qu'au cours de cette crise qui a vraiment fait beaucoup de dégâts sur le plan humain, souvent le racisme, la discrimination ont été brandis comme des mécanismes de défense contre l'autre, l'étranger. Et si vous lisez L'étranger d'Albert Camus, on sait tous que nous sommes des étrangers dans ce monde. Et je lis souvent la littérature espagnole de Carlos Fuentes, qui a écrit un très bon livre dans lequel il nous dit que nous sommes venus au monde pour nous connaître. Le temps nous est donné pour un temps. Donc, il faut vivre ensemble. Il faut vivre en harmonie. Moi, en ce qui me concerne en tant que... merci Hélène de m'avoir en fait introduit comme quelqu'un qui lutte contre le racisme et la discrimination. Mais je crois que ça, c'est le travail de chacun, de tout le monde. Tu n'as pas à personne ne doit me remercier à le faire parce que c'est un travail humain. L'homme, chaque individu, dans sa communauté, dans sa maison, dans son université, dans son bureau, mais c'est un travail que tout le monde doit faire. Je ne suis pas un héros dans ce sens. Il y a pas mal de gens qui changent, qui transforment le monde. Donc, c'est un acte citoyen du monde. Mais je pense personnellement que la reconnaissance de l'humanité comme étant une seule entité interdépendante, c'est-à-dire Ubuntu, pour moi, c'est le fondement de toute construction. C'est le fondement de toute reconstruction. Je pense fondamentalement que si notre humanité adopte ce concept d'Ubuntu, que l'Afrique du Sud de Mandela et de Desmond Tutu nous a légué, c'est-à-dire de créer une mosaïque faite de différentes couleurs, faite de différentes cultures. Parce que souvent, pour les gens intelligents, ce n'est pas la couleur qu'on regarde. On regarde la pertinence des idées. Et je pense que si ce concept de Ubuntu a été mis en place dans une mosaïque faite de cultures, de couleurs, de différentes couleurs, l'incertitude dont on parle même ne saurait advenir. Parce que c'est la peur vraiment qui crée tout. C'est la peur qui crée tout. Et rien n'est plus dangereux que la peur de la peur. Et je termine en fait mon propos avec ce poète et journaliste français, Aragon, Louis Aragon, qui disait que, je cite, « C'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien ».
Merci de votre attention. Merci beaucoup, Moustapha. Merci. J'ai déjà, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai déjà pris en note 10 questions. J'espère qu'on aura le temps d'en poser quelques-unes tout à l'heure. Ça commence drôlement bien, cette soirée-là. Et on va continuer tout de suite. On va passer à autre chose, mais on va quand même parler d'engagement, certainement. On va parler de langue. La langue, c'est un merveilleux outil pour s'engager, bien sûr, pour vivre ensemble aussi. Et pour parler de diversité, on peut parler de diversité d'accent, de diversité dans le langage, dans notre façon de s'adresser les uns aux autres. Je pense aussi que la langue peut être un outil d'engagement. En tout cas, je pense, Hélène, tu seras fort probablement d'accord avec moi. Je pense que c'est un outil d'engagement, surtout quand on vit en français ici dans une province où la langue majoritaire est évidemment l'anglais. Je ne sais pas si Hélène, si tu veux ajouter quelque chose là-dessus ou si je présente tout de suite Catherine Légère, qui a déjà beaucoup de choses à nous dire et qui a qui a deux marionnettes, si je ne me trompe pas, non, avec elle. C'est pas une marionnette avec elle. Hein. Non, mais là, je vois bien qu'il y a quelqu'un avec elle, mais qu'il y aura deux marionnettes tout à l'heure. Oui, ils vont arriver, les marionnettes, bien sûr. Bonsoir, Catherine Légère. Merci d'être là. Bonsoir. Bonsoir. Et Pierre-Don Jean-Carly. Enchantée. Merci d'être là. Alors, allez, je vous laisse la parole. Voilà. J'ai de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous venir dans mon jacuzzi? J'ai de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous venir dans mon jacuzzi? Allô Catherine? Allô Pierre? Qu'est-ce qui va en ici? Hey, c'est qui lui? C'est-tu un nouvel ami? Ben allô Nana, je te présente Cyrano, il vient de Marseille. Allô Cyrano, je suis Nana, une rappeuse du sud-est du Nouveau-Brunswick. As-tu vu ma belle robe? Coquine de Dio, c'est quoi ce catafalque là? Pour rapper, tu dois rapper grave, un peu cher, allez. Ben, je suis bien fière de te rencontrer, Cyrano. On parle de chichour là. Qu'est-ce qu'elle dit, Pierre? Je comprends rien. Cyrano, un peu de retenue. Que diable? Ben, qu'est-ce que tu veux dire? T'es ouais avec ça, là? Y a-t-il quoi qui te gêne avec mon apparence ou mon accent? T'as beau prononcer toutes les voyelles, y compris tes E, pas muet, je te comprends pas pareil. Elle va pas tarder à m'engager, t'es malade ou quoi? T'as porté sur le pastaga en plein cagnard et t'es un pégué, c'est ça? Cyrano, es-tu de ceux-là qui critiquent pour rien? Pis how come que t'as si tant de misère à parler correct? Alors, pour ce qui est du français standard, petite, laisse un peu causer les autres. Ah ben franchement, Nana, là, ne sais-tu pas qu'on parle de façon différente d'un endroit à l'autre? Comme le chanteur Plume la Traverse le disait si bien, l'accent, c'est pas dans la gorge des uns, c'est dans l'oreille des autres. Ça veut dire que tout le monde a un accent et qu'on perçoit bien mieux celui des autres que le sien propre. Oui, et toi, Cyrano, tu devrais savoir que le français standard, ça n'existe pas. C'est une abstraction idéalisée. Vouloir parler un français qu'on croit être celui de tout le monde, c'est finalement parler le français de nulle part. Ben, c'est bien vu ça, Pierre. Nana et Cyrano, là, au lieu de faire preuve de condescendance puis de dévaloriser les usages engagés l'un des autres, vous ferez mieux de vous serrer les coudes. Car même si vous faites tous deux parties de la francophonie, vous êtes tous les deux minoritaires et souvent linguistiquement marginalisés, hein? C'est vrai ce que tu dis. Souvent, les parigots, ils me disent que j'ai un accent. C'est à cause de ça qu'ils m'ont refusé un travail. Ah, c'est les ravages de la glottophobie. À force de créer de l'insécurité linguistique, en contexte minoritaire, on risque d'accélérer un processus d'assimilation et se retrouver peut-être un jour en arriver à délaisser sa langue, un peu comme les Cadiens en Louisiane. La glottaki? C'est quoi la glottophobie, Pierre? Nana, glottophobie. Glottophobie, c'est un terme qui a été créé par un sociolinguiste, Philippe Blanchet, et qui désigne la discrimination pas sur le sexe ou sur autre chose, mais sur la façon de parler et notamment sur l'accent. Mm-hmm.
Ouais, parfois, quand je vais dans le Nord, je me censure pour pas subir ça. Oh, pauvre Cyrano. Moi et tout, je me suis souvent fait dire que je parlais mal. Mais je cure pas. Comme la grande écrivaine acadienne Antonine Maillet a dit une fois, j'ai une langue, puis c'est celle-là que tu vas user. Ah! Je me suis trompée, elle a pas dit user, elle a dit employer, Antonine Maillet. Ben moi, je chante dans ma langue, puis il y a plein de monde qui vient voir mes shows. Tout à fait, Nana. De nombreux artistes ont, comme toi, décidé de s'exprimer dans leur vernaculaire, dans leur parler de tous les jours. Ben, je m'excuse, Cyrano, de m'avoir moqué de la way que tu parles. Hey, j'avais pas remarqué. T'as pas de beaux yeux, toi. On dirait des gros bleuets. Ben, merci, moi, j'aime ta robe, j'aime la week-end. Ah ben, on dirait que l'accent est contagieux, hein? Ça se propage. Hey, Cyrano, puis en plus de beaux yeux, t'as une belle fourrure, c'est tout doux. Ça te tenterait-tu d'aller prendre une liqueur avec moi? Ah, désolé, je bois pas d'alcool. Ben voyons donc, Cyrano, y a pas d'alcool dans une liqueur. Eh ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Ni de l'auberge. Ah, bravo, quand même. Vous savez que moi, j'ai travaillé pendant des années à un Festival international des arts de la marionnette. Je vous engagerai ou je vous donnerai mes contacts si vous voulez, avec grand plaisir. Le Festival des arts de la marionnette de Saguenay, qu'on salue. Mais bravo. Là aussi, on pourrait en parler encore longtemps. Et ça, c'est une torture, ces soirées-là, pour l'animatrice que je suis. Là, vous ne savez pas, parce que ça, c'est un sujet qui m'intéresse profondément, cette question de l'accent, de la diversité et justement de la perception les uns qu'on a des autres quand on ne parle pas le même français et que le français standard, comme on le dit, ça n'existe pas. Alors, on s'en reparlera, j'espère bien, tout à l'heure, mais bravo, vous deux, vraiment, je suis fort impressionnée. On va parler de résilience communautaire maintenant avec quelqu'un que je vais le dire, que j'aime beaucoup, Casey Edmonds, qui est avec nous. Bonsoir, Casey. Bonsoir, Marie, ça va bien? Casey de la Société, évidemment, francophone de Victoria. Oui, je vais bien, merci. On peut prendre le temps en ce moment de se demander si on va bien, mais oui, je vais bien, Casey. J'espère que c'est le cas, c'est ton cas aussi. La résilience communautaire, Casey, je réfléchissais à ça après-midi. Et je me disais, s'il y a quelqu'un qui connaît la résilience communautaire, c'est lui. Parce qu'à chaque fois qu'ici qu'on s'est parlé à l'émission, c'était toujours parce qu'on était très résilients. Il y a toujours quelque chose de la résilience là-dedans. C'est-à-dire qu'on demande des fonds, on essaie d'avancer sur certains projets, on essaie de construire des choses, on essaie de ne pas annuler les Jeux de la francophonie. Casey, alors, oui, parle-nous de ça, de résilience communautaire, Casey, parce que je pense que tu as beaucoup de choses à dire à ce sujet. Oui, ben j'espère que je ne pleurerai pas, hein, parce que c'est quand même une grande déception pour pas juste moi, mais la communauté en général. Quand tu parles de combats, puis je veux dire, moi j'en ai connu des combats à petite échelle, la communauté francophone de la Colombie-Britannique, le combat pour les écoles francophones, par exemple, ça a pris 10 ans. Ce sont des exemples pour moi de cette résilience que la communauté est toujours prête à défendre les meilleurs intérêts de notre communauté, pour le bien de notre communauté, à vrai dire. Dans mon cas, moi, la pandémie a certainement frappé dur et je dirais même pour la communauté en général. Tu sais, j'écoutais Mustapha parler de l'importance de vivre ensemble, puis ça résonne beaucoup avec le travail que je fais, puis ce que voulaient faire les Jeux, ce qui était de rassembler la communauté d'expression française. Puis pour certains, à Victoria, comme nos partenaires anglophones, par exemple, c'est une première, reconnaître la francophonie à Victoria en si grand nombre, avec un si grand événement. Donc, tu sais, ça a pris beaucoup de mobilisation de la communauté. Puis une fois que ce travail-là a été fait, puis comme tu l'as mentionné, ça n'a pas été facile non plus. Il fallait mobiliser des partenaires financiers, il fallait mobiliser des gens, des bénévoles. J'avais besoin d'une équipe pour œuvrer tout ce travail-là. Puis là, quand on était, entre autres, à quelques mois de la tenue de l'événement et la pandémie frappe, ben là, il fallait comme un peu apprendre à vivre avec.
Je pense que cette résilience communautaire-là, c'est quelque chose que nos organismes, nos associations sont en train de vivre quotidiennement. Puis j'ose dire, ils sont peut-être en train de le vivre plus difficilement maintenant qu'à l'époque, parce que quand on ne savait pas ce qui s'en venait, on prévoyait encore pour les prochains mois. Je veux dire, j'ai reporté les Jeux de la francophonie canadienne, pas une fois, mais 2 fois avant de l'annuler. Fait que tout le travail que ça a pris pour amener à cette décision-là, encore la mobilisation, inquiétez-vous pas, il va y avoir des jeux, oui, gardez votre intérêt bénévole, on va être là encore 1 an. J'en ris parce que en 2021, quand on pensait que les Jeux... non, c'est pas vrai. À l'été 2020, quand on pensait que les Jeux allaient être en 2021, on avait fait une vidéo promotionnelle en disant, nous voilà aux Jeux de la francophonie canadienne. On pensait que ça allait être là, mais c'est pas là. On va vous voir dans 1 an. Puis on s'est fait une blague dans l'équipe de se dire, on va leur montrer c'est où, on va comme faire un peu de promotion. Puis on disait, ça va venir là. Ça, c'était en 2020. Puis quand on a eu les 1 an de l'anniversaire en tout cas, ça a vraiment été une grande déception, mais l'objectif de ce que je voulais amener aujourd'hui, ou le point que je voulais amener par rapport à cette résilience-là, c'est même si en décembre 2021, l'annulation a été annoncée officiellement par le national, la communauté s'est quand même mobilisée pour dire, mais sais-tu quoi, on peut-tu quand même faire quelque chose? Puis il y a des gens qui m'ont appelé pour dire, tu sais, Casey, tu as mobilisé une gang de personnes, la communauté était prête, la communauté avait besoin de cet événement-là. Pas juste Victoria, mais j'ose dire vraiment la province en entier pour démontrer que, on existait, la francophonie ici en Colombie-Britannique était vivante, on était diverses, on a des institutions solides, etc., mais que les gens étaient prêts à l'accueillir. Quand j'ai commencé à voir ces gens-là comme un peu sortir des pots, ou en tout cas, ce n'est pas l'expression qui me vient en tête, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est à ce moment-là que je suis dit, OK, c'est peut-être ça l'objectif de cette annulation-là ou de ces reports-là. C'était justement de mobiliser la communauté francophone de la Colombie-Britannique et d'avoir toujours un peu la soif d'avoir un événement pour les jeunes parce qu'on reconnaît qu'il y a une évolution qui se passe en Colombie-Britannique. On commence à percevoir qu'il y a des jeunes de nos communautés qui se positionnent dans des positions de leadership. On a annoncé très récemment une de mes amies, Bonnie Lépine, la directrice de l'éducation autochtone au Conseil scolaire francophone, des exemples comme ça qui sont des jeunes de chez nous qui ont grandi dans le système qui maintenant redonnent. C'est mon même parcours et tout ça a une valeur et une raison d'être. Puis je pense que la communauté était prête. Le cas de la Cour suprême pour nos écoles était un moment très marquant pour nous au niveau national. Puis je pense que d'accueillir les Jeux de la francophonie canadienne ici à Victoria, dans le bassin francophone en Colombie-Britannique, c'était notre chance, c'était notre occasion. Bon, ce n'est pas ce qui est attendu de nous, mais la résilience communautaire. Le but de ce que je voulais parler d'aujourd'hui, c'est pas mort. Puis oui, j'ai fait mon deuil de c'était quoi le projet qu'on aurait voulu avoir ou l'intention initiale du projet, mais comme je dis souvent à mon équipe, à mes amis, dans mon cercle, dans le milieu associatif, il faut rêver grand, mais il faut aussi accepter la réalité des choses. Puis c'est une certaine résilience ou une réconciliation d'accepter un peu la réalité. On a des manques de fonds, manque de participation, il y a un événement qui se passe en même temps. Donc, sans dévoiler des choses officielles, ce que je peux vous dire, c'est que la communauté francophone de Victoria va accueillir un événement jeunesse, soit à l'été 2022, soit à l'été 2023. On est activement en train de mobiliser nos partenaires. Puis ça, c'est cette preuve-là que la communauté le voulait, puis que moi, je me sentais prêt à mener un peu la charge, puis dire, OK,
ouais, je vais donner un autre petit coup là, parce que ça fait depuis 2018 là, que je mène la charge de ce beau projet, même si j'ai transité vers autre chose. Donc, je pense qu'on peut avoir espoir et avoir une certaine fierté quand ça va se réaliser. On est juste un petit peu dans une période d'attente. Puis, tu sais, avoir transité vers la Société francophone de Victoria, je pense qu'on a tous vécu ça à un moment donné dans la pandémie, une espèce de transformation, que ce soit du présentiel au virtuel. On a transité de travail, peut-être nos parcours ont changé. Je pense que si on peut maintenir un peu la raison d'être derrière tout ça ou notre intention initiale et maintenir ça à travers une pandémie carrément, et en ressortir quand même avec quelque chose de viable et d'excitant, ben, je pense qu'on va avoir fait preuve de résilience communautaire. Puis c'est grâce à certaines personnes ici autour de la table, mais aussi beaucoup de gens autour de moi. Donc, merci de m'inclure dans cette discussion et vraiment, chapeau à l'Alliance française et l'Université de Victoria pour cette initiative. Et j'espère qu'on va la reprendre en présentiel parce que je pense que ça amènerait une autre allure de se voir puis de peut-être s'échanger un coupe de vin, comme Hélène disait. Là, moi, j'aime ça. Là. Oui, on va avoir besoin beaucoup de ça, hein? De se voir, de se prendre dans nos bras. Oui, ça va faire beaucoup, beaucoup de bien, ça, absolument. Et Casey Edmonds, je veux la primeur de cette annonce à mon émission. Ben ouais, j'attends ça, je veux ça, et j'exige ça, Casey Edmonds. Je vais m'en souvenir. Alors, on attendra, mais c'est très, très beau, ça. Quand on parle de s'engager dans l'incertitude, on est exactement là-dedans. Et là, c'est le moment des questions. On va faire une petite pause questions et je ne suis pas la seule à en avoir, je suis convaincue. Je ne sais pas si les gens il y a un espace pour discuter, évidemment, là, au bas de votre écran, où vous pouvez nous écrire des questions. Ça va nous faire un grand plaisir de les poser. Pour vous, Hélène, je vois, Hélène, que c'est sûr qu'il y a des questions qui trottent dans la tête d'Hélène Cazes en ce moment. Je suis convaincue de ça aussi. Alors, ben, vous y allez ou moi j'y vais d'une question. J'essaie de les lire en même temps que je vous parle en ce moment. Pour l'instant, Marie, il n'y a pas de questions dans le public, questions. Mais si tu as des questions, bienvenue. Moi, j'en ai. Moi, j'en ai toujours. Je me lance alors. Ben, Moustapha, moi, j'ai une question pour vous parce que vous avez dit beaucoup de choses intéressantes, mais beaucoup de choses importantes aussi dans tout ça. Est-ce qu'en ce moment, Moustapha, on parlait est-ce qu'on est de déconstruire pour mieux construire après, quand il est question de racisme, de vivre ensemble, d'être ensemble? Moustapha, est-ce qu'on est en ce moment dans une période de déconstruction du racisme, justement? Est-ce qu'on... ou au contraire, on a passé ça? Est-ce que le monde va mieux qu'on pense en ce moment, Moustapha? Bonne question, Marie. Merci beaucoup. Je pense qu'en fait, quand j'ai regardé le titre, le sujet de notre discussion ce soir, je me suis dit, mais en fait, comment est-ce qu'on peut reconstruire alors qu'il faut qu'on fasse un travail de déconstruction, pas au sens de Derrida, mais un travail de déconstruction pour dire que on est dans un monde où le racisme existe toujours, où la discrimination existe toujours, où l'ethnocentrisme existe toujours. Moi, je pense qu'on a pensé peut-être des centaines d'années à parler de ça. Mais ce qui m'a attiré dans tout ça, c'est qu'en fait, souvent, à un moment donné de l'histoire, il faut savoir avancer. Et c'est ça qui est fondamental, parce que le fait qu'on est ensemble aujourd'hui, de pouvoir parler, dialoguer avec des accents différents. Je suis tombé sur le charme de la présentation de Catherine, voilà, avec des accents, avec tout ça. Mais quand on est en train de faire ça, mais quelque chose est en train de bouger quand même. Mais il faut pas perdre de vue qu'il y a toujours le racisme dans les quartiers, il y a toujours l'océan Atlantique qui est devenu un cimetière maritime où les jeunes Africains, malheureusement, meurent chaque jour pour rejoindre l'Europe. Et je pense que je ne peux pas dire de façon certaine qu'en fait, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'il faut commencer par là.
Et ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment exactement ce qu'il faut faire. C'est pourquoi je remercie l'Alliance française et vraiment et professeur Caz d'avoir vraiment mis sur pied tout ce travail parce que ce n'est pas facile. Et je pense qu'il faut avancer mieux que stagner. Et je pense que la crise a enseigné beaucoup de choses sur nous-mêmes, sur notre humanité, qu'en fait, s'il y a crise, c'est qu'en fait, l'humanité est là. Donc, pourquoi pas continuer dans ce sens? Et je suis plus optimiste qu'hier, tout simplement parce que, voilà, on est dans une planète où, en fait, on est une seule humanité. On ne peut pas, on est condamné, c'est ça le mot que je cherchais, on est condamné à vivre ensemble. Ouais, voilà. Ouais. Oui, et ce message-là mériterait d'être entendu à plus large échelle, je dirais, en ce moment. Mustapha, je pense que c'est important de se le rappeler des fois. Puis j'espère qu'on va se souvenir, justement, si on a appris des choses de cette crise-là, on aura un devoir de mémoire suite à ça qui sera assez important, hein, certainement. Est-ce qu'on a des questions, Agnès? Est-ce que je continue? Pas de questions. Hélène, est-ce que tu as des questions, Hélène? Moi, j'aurais une question pour Marie Villeneuve après qu'elle ait posé toutes ces questions. OK, ça va me faire plaisir de répondre. Mon Dieu, c'est rare que c'est moi qui réponds aux questions, mais ça me fera plaisir, certainement. Mais j'ai une question est-ce que j'ai le droit, moi, de poser une question à Catherine Légère? Oui? On me dit oui? Oui, OK. Catherine, cette question-là de la langue ici, parce que c'est mon côté animatrice de radio en milieu minoritaire, là, je les entends, ces accents-là, de plus en plus. Est-ce que cette diversité-là dans les accents, justement, dans le français, il est de plus en plus accepté? Est-ce qu'on avance à ce sujet-là aussi, Catherine, dans le vivre ensemble, quand on parle d'accent, de différentes façons de parler, de s'adresser les uns aux autres en français, Catherine? Est-ce que les choses avancent aussi? En fait, je dirais que ça avance non seulement ici, mais en France, en fait, parce que on pense toujours que ce sont les accents canadiens qui sont discriminés. Et c'est vrai, en fait, mais le même phénomène existe aussi en France, comme on l'a vu avec Cyrano qui vient de Marseille, n'est-ce pas? Oui. Hein, pauvre Cyrano, on lui a même refusé un emploi à la télé à cause de son accent, Et puis, mais en fait, au Canada, je dirais que les artistes ont beaucoup contribué à la revalorisation des différentes façons de parler. Donc, je pense surtout à l'Acadie parce que je suis acadienne. Donc, ça ne veut pas dire qu'on nie en fait une façon de parler, disons, qu'on peut utiliser dans les situations plus formelles, mais il y a une plus grande acceptation, une plus grande curiosité aussi. Je dirais qu'il y a une plus grande inclusion des différentes façons de parler, donc une acceptation de la plus grande diversité culturelle. On admet que ça fait partie de la richesse de la francophonie maintenant. Donc, je dirais que c'est plutôt positif. Bon, en tout cas, ça me fait c'est bien, c'est bien cette discussion-là, parce que pour les gens qui voient un peu qui voient un peu de noir, qui broient un peu de noir en ce moment, là, je pense qu'on se fait du bien. Hélène a quelque chose à dire. Hélène, je te passe la parole. Merci. C'est surtout un commentaire et un grand remerciement à Catherine, à Nana, à Cyrano et à Pierdon. Et je voudrais faire une remarque. Catherine est professeure de français et de linguistique à l'Université de Victoria et elle enseigne la diversité des Français. Elle n'enseigne pas le français parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Et je dois dire que donc, quand elle fait histoire de la langue, elle fait histoire des langues. Ouais. Quand elle parle du français, elle parle de diversité. Et je vois aussi comment pour nos étudiants et étudiantes, c'est important. Parce que la façon dont ils parlent, ce n'est pas bien ou mieux ou moins bien, c'est leur façon de parler. Et ça, je pense que cette reconnaissance, et je veux vraiment saluer le grand travail de Catherine Légère pour ça, cette reconnaissance, ça s'appelle le respect. C'est le respect de l'autre et de son identité. Donc, je voudrais aussi dire que grâce à Catherine et à d'autres professeurs
et professeur du département de français de l'Université de Victoria. Le département vient de changer son nom. Et avant, nous étions Department of French, qui était assez vague. Donc, vous pouvez dire, ça veut dire French and Francophone. Maintenant, nous sommes Département of French and Francophone Studies. Et Catherine Légère a passé des jours et des nuits à changer tous les noms de tous les cours, de tous les programmes, de toutes les unités d'enseignement à faire. Et donc, c'est surtout Nana qui a fait le travail. En tout cas, on la remercie. On la remercie, mais c'est vrai, c'est fascinant que ces questions-là, vraiment, et je pense qu'on fait un grand travail ici en Colombie-Britannique. Casey Edmonds est un produit de l'éducation en français ici en Colombie-Britannique. Ça me fait toujours plaisir quand je parle à des gens comme ça. Et on en veut d'ailleurs en Radio-Canada, justement, des gens qui parlent, qui viennent d'ici, qui parlent français, qui sont des franco-colombiens. Ça. Et cette insécurité linguistique, moi, j'essaie de combattre ça au quotidien. Alors, on va continuer, bien sûr. Et Stéphanie, qui dit « Les accents sont la richesse d'une langue et ne devraient jamais être un handicap ». Effectivement, ça ne devrait jamais être le cas. Alors, continuons dans cette direction-là. Est-ce qu'on part en musique? Est-ce que c'est le temps? Je pense que ça va bien dans le temps. Je nous félicite. Je pense qu'on n'est pas trop en retard. Alors, on peut peut-être... Je vais ajouter quelque chose brièvement, oui, bien Marie. sûr. Ben oui, juste parce que tu as mentionné insécurité linguistique, puis ce que je trouve intéressant, c'est depuis qu'on a... doté de ce phénomène de l'insécurité, on a commencé à aussi parler de la sécurité linguistique et ce phénomène de qu'est-ce que ça prend en fait pour que les gens se sentent sécures dans leur langue. Un peu comme Moustapha, parfois il faut déconstruire pour reconstruire. Ben, cet élément-là, c'était comme fallait reconnaître cette insécurité-là et d'où ça venait pour ensuite commencer à parler de sécurité linguistique. Je pense que ça, c'est cette fierté, cette prise de parole qu'on donne surtout aux jeunes. Moi, c'est un peu mon travail, c'est ça, c'est de donner une plateforme aux jeunes pour dire, ben vas-y, là, exprime-toi, peu importe ce que tu vas dire, comment tu vas le dire, puis erreur, pas erreur, anglais, français, avec accent, pas d'accent. L'important, c'est que tu t'exprimes en français, parce que sinon, la victime dans tout ça, c'est le risque que le jeune ou l'individu carrément va perdre la langue française. Puis c'est ça qu'on veut contrer. On ne veut pas que les gens arrêtent de parler. Au contraire, on veut que ça devienne partie de leur vie quotidienne. Oui, absolument, absolument. J'ai d'ailleurs enregistré un balado avec le Conseil jeunesse francophone à ce sujet-là avec Suzanne Robillard. Alors, si ça vous intéresse, vous irez sur le site du Conseil jeunesse francophone. C'est disponible là. On fera une émission spéciale là-dessus aussi. Moi, c'est vraiment, encore une fois, un truc qui me passionne. Merci beaucoup, Casey. La sécurité linguistique, je vais retenir ça. En tout cas, ça, c'est promis. Est-ce qu'on y va en musique? Je pense que oui. Quelques minutes de musique et puis on se retrouve tout de suite après. Ça va? Ah, sont sur mute. Bedam, 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 il arrive en courant derrière moi. Bedam, 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 cet air qui me montre du doigt. Bedam, 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 cet air qui me montre du doigt. Et il traîne après moi comme une drôle d'erreur. Sa terre qui sait tout par peur.
cette heure qui me montre du doigt, et il traîne après moi comme une erreur, cette heure qui sait tout par cœur. Bravo, merci, hein? Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous savez aussi que Hélène disait vouloir vous pousser à enregistrer, en fait, à vendre cet album et tout ça. Ben, vous viendrez m'en parler aussi à Far West, cette émission du matin où je reçois des gens qui parlent de musique aussi. Alors, ça me fera plaisir. Merci beaucoup pour cet intermède musical. On continue notre discussion parce que quand même, quand on réfléchit à la reconstruction des périodes plus difficiles, à s'engager dans l'incertitude. S'il y a une chose qui fait toujours du bien, en tout cas qui me fait du bien à moi, c'est l'art, certainement. Et on a quelqu'un avec nous qui s'appelle François Michaud, qui connaît bien ça, bien sûr, puisque c'est sa vie, l'art, les couleurs. Bonsoir, François Michaud. Bonsoir, Marie. Un grand plaisir de vous retrouver ce soir. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas parlé, François. Mais oui, pour parler de l'espoir des couleurs, François. L'espoir des couleurs, c'est un peu compliqué de dire l'espoir des couleurs. Oui. Moi, je viens aussi d'une culture méditerranéenne et c'est très coloré. Donc, c'était dans la ville de Sète, toutes les maisons sont de toutes les couleurs. Je suis arrivé ici par amour et puis c'est tout vert ici, tout est vert. Ouais. Et je faisais que de la sculpture avant d'arriver. Et puis, je me suis mis à la peinture en arrivant au Canada. Tout simplement, il y a 5 ans. Et depuis, je vois que je fais des couleurs qui me manquent. L'absence de la couleur que je n'ai pas ici. Ici, c'est très vert, c'est magnifique. Mais je pense que j'ai une mémoire de cette couleur qui me manque un petit peu. Et je pense que c'est pour ça que je passe dans les bleus, dans les rouges, dans les verts, etc. C'est pas une forme d'incertitude vis-à-vis du pays, etc. Quoique l'incertitude, pour moi, est la notion du nomadisme, puisque quand on est certain d'une chose, on ne bouge plus, on devient sédentaire, donc on devient dangereux politiquement ou autre. Donc, quelque part, l'incertitude, c'est un moteur. C'est un moteur par rapport au sujet qui est proposé ce soir. Et je crois que le mieux, c'est de montrer des images en même temps, après, du travail, parce que ce qui m'intéresse, c'est cette idée du changement climatique aujourd'hui. Comment on va devoir... Donc là, on a une vue de l'atelier. Donc, c'est la notion du nomadisme. Le fait d'être arrivé ici, ça m'a posé la question des gens qui se déplacent tout le temps de par leur vie professionnelle ou du changement. Et donc là, j'appelle ça le nomadisme de la barque. Alors, la barque représente pour moi cette idée vraiment du voyage, parce que c'est le premier objet que l'on a construit l'homme a construit pour pouvoir se déplacer. Et c'est aussi un objet qui représente le confinement. Durant le confinement, j'ai fait une série de 100 dessins, 100 petites peintures sur 100 jours différents, à raison d'une par jour, de petits animaux coincés dans les barques. Ça, c'est d'autres pareils. C'est la notion des animaux qui se figent, justement, qui sont dans leur certitude, qui ne peuvent pas bouger, ils sont coincés, ils commencent à prendre de la végétation. On reste dans l'immobilisme alors ce sont des animaux qui sont pourtant voyageurs. Donc, ma peinture, c'est toute une question comme ça. Là, j'appelle ça le rêve du cerf. C'est l'idée du voyage, toujours d'aller voir ce qui se passe ailleurs. C'est toujours d'une très grande richesse. Alors ça, c'est ma première peinture quand je suis arrivé au Canada. Comme on était ici dans un pays avec une reine, j'ai appelé le roi et la reine en exil avec le changement climatique. Je les ai mis dans un bateau en haut des cimes. C'est un petit clin d'œil au Canada. Donc ça, c'est un nomade qui sort du paysage, qui s'en va voir dans d'autres contrées. Là, c'est des réfugiés climatiques. Donc, une série c'est des grandes toiles qui font à peu près quasiment 2 mètres de long. Alors ça, c'est les 4 saisons que je vais présenter bientôt à Gibson avec le Centre culturel francophone dans 1 mois. Et c'est aussi un projet que j'ai en France où je dois repeindre une petite chapelle dans un centre d'art. Et j'ai 130 mètres carrés de peinture à faire autour du changement climatique et autour des 4 saisons. C'est un projet gigantesque. Et voilà, ça c'est le printemps.
Donc, le printemps, donc, les perroquets représentent les politiciens dans l'immobilisme. Là, c'est l'été, c'est l'ours qui se déplace, qui est dans un autre contexte de son espace. Alors, et c'est vrai que la peinture, ça c'est l'automne. L'automne, je pourrais dire c'est l'automne dans les jardins de Gauguin, mais l'hiver, avec le guépard qui ramène une branche d'olivier, c'est une sorte d'espoir. Donc voilà, là, on a des questions sur le changement climatique, ce que j'appelle des paysages confinés, où les animaux emportent leur paysage. Donc là, c'est une ours qui emporte son paysage, elle emmène l'asperge. Le cerf emmène sa forêt. Là, c'est un petit colibri, donc, qui est dans le jardin, dans les fleurs. Donc ça, c'est la référence au loup qui était sur une île, qui mangeait des poissons et qu'un chasseur a tué. Donc là, il transporte son île pour pouvoir s'évader. Le voilà, c'est le même Takaya. C'est le grand voyage, c'est toujours cette idée de... En fait, moi, je vis dans cette idée d'être dans deux lieux. Alors ça, c'est justement le changement climatique. Ces deux animaux, ces deux ours qui sont maintenant, qui se sont hybridés. C'est-à-dire qu'on appelle ça le gros lard, et c'est des nouvelles races d'animaux. Donc ça, c'est un petit clin d'œil à ma ville de Sète. Donc même le pouf, comme on appelle là-bas, le symbole de la ville, prend la barque pour s'échapper avec les changements climatiques. Donc ça, c'est le déclin de l'Empire américain qui s'effondre, mais l'aigle quand même survole. Alors ça, c'est les rois du pétrole qui transforment le Sahara en jardin botanique. Après, c'est des idées un peu d'utopie, justement, on est dans le changement, mais ça, c'est un peu la réalité de ce qui va nous attendre. Comme les pans, c'est voilà. Moi, je prends un grand plaisir. En fait, la peinture, c'est très solitaire, et comme je suis dans un problème auditif, je suis dans ce silence dans la peinture. Je suis dans le silence et je passe toute ma journée dans l'atelier. Ça, c'est Hubert, c'est un ami avec qui j'ai marché, qui se promène toujours avec son petit sac et qui ramasse. Donc, c'est un petit clin d'œil. Il ramasse tous les déchets qu'il voit dans la campagne. Donc, quand on va aux champignons, il y a plus de déchets. Ça, c'est mon premier rendez-vous chez le psychanalyste. C'était un petit clin d'œil. Donc, ça, c'est voilà. Alors, ça, paysage confiné. Marc Laprand m'a mis en relation avec Jacques Jouet. Tous les jours, j'ai fait une petite peinture de 35 cm à peu près de hauteur sur 100 jours. Wow. Tous les jours, à la même heure, pendant à peu près le même temps, à peu près, il faut compter 30 minutes. Toujours avec un animal différent, mais toujours dans son paysage. Le petit cochon est dans ses excréments, voilà, la cigogne se retrouve. Mais au début, c'était facile, et puis plus on commence à chercher des animaux, plus il y a une difficulté de renouveler le paysage, et de faire chaque fois, d'essayer de faire un animal différent dans un nouveau paysage. Mais la peinture parle plus que moi, en fait. Et donc là, je voudrais faire un livre parce que Marc Laprand m'a mis en relation avec Jacques Jouet, qui est un poète français, et qui a écrit 50 textes autour de ces 100 peintures. Et ça fait un petit recueil qui est assez intéressant, de cette relation entre ces deux personnes. Jacques Jouet, c'est un écrivain qui écrit un poème par jour depuis 30 ans. Alors, ça, c'est le symposium de Baie-Saint-Paul. C'est vraiment, c'est entailler le temps. Voilà, c'est donc une barque qui représente la vie. Et à l'intérieur de ce mât, il y a 100 mâts de bois. Mais sur chaque mât, il y a 365 entailles, ce qui fait 36 250 entailles. C'est-à-dire que chacun peut percevoir sa vie. Sur cette barque, il y a une chaise. Cette chaise symbolise la culture, sa culture. Le temps est identique pour tout le monde, mais la chaise est différente. Après, on a des rames.
Et les rames, pour moi, symbolisent l'idée qu'on peut se mouvoir et qu'on est maître de son destin. C'est nous qui créons nos certitudes ou nos incertitudes. C'est nous qui prenons le choix de se déplacer vers telle ou telle direction. Cette pièce, elle est en partie dans mon atelier. Donc, j'ai gardé simplement pour l'instant les mâts. Et ça a été un travail donc, sur un mois où tous les jours, il y avait un travail de performance, de faire 5 mâts tous les jours de manière consécutive pour arriver aux 100 mâts au total et aux 36 250 entailles. Il doit y avoir d'autres images où on voit peut-être plus de détails. Voilà, les entailles, tout ça c'est fait à la gouge. Chaque fois, il me faut 4 coups de gouge pour faire une entaille. C'est vraiment un travail sur le temps qui passe. Et le jour où je suis arrivé à l'entaille de mon jour qui correspondait à ma naissance, c'est la seule entaille qui a été peinte en couleur. Puisqu'après, puisqu'il y a 100 calendriers, je vais passer dans mon futur, donc dans mon incertitude. Ça s'appelle La Rencontre, c'est bienvenue. C'est l'idée donc de mon arrivée ici en Colombie-Britannique. Ça aussi, c'est des sculptures en bois donc, sur la notion du changement climatique. J'aime bien jouer dans la couleur et voilà, la couleur. Moi, j'ai besoin de peindre tout le temps. Ça, c'est l'idée voilà, c'est ce que j'appelle les nouveaux résidents, ces petits animaux. Les nouveaux résidents, tous ces gens qui arrivent ici au Canada, qui sont de cultures différentes. Donc, il y avait le lion pink, etc., l'ours volant. Donc, c'est différent. Je vais en faire une série d'une trentaine à peu près. L'hippopotame. Mais je prends beaucoup de plaisir. Ça, c'est des vieux dessins. Ça, c'est une sculpture qui est de vieux dessins détourés avec le scalpel. Et là, c'est une pièce qui a été installée à Marseille. Et cette pièce devait être achetée par la ville de Marseille. Et puis, au dernier moment, ils m'ont dit, oh, bah, attendez, vous êtes au Canada, vous nous en faites cadeau. J'ai dit, écoutez, ben non. Donc, j'ai fait venir le directeur culturel de la ville de Marseille et j'ai fait découper cette sculpture à la tronçonneuse. Et j'ai gardé juste les 2 têtes avec les mâts, avec les bois, pour les mettre face à face avec la vidéo qui passe dessous. Et j'ai marqué authentique nature morte, en référence au paysage. Voilà. C'est ma manière de m'engager. La peinture, c'est mon engagement, en fait. Oui, oui. Et c'est toujours... moi, ça m'émeut beaucoup, François, votre travail. À chaque fois que je le vois, cette barque-là, moi, ça me tire les larmes. Excusez-moi, la caméra est là, mais je vous regarde. C'est pour ça que j'ai l'air de ne pas savoir quoi faire. Je ne veux pas te faire pleurer, mais non, mais c'est très, très beau. Cette marque est émouvante. Elle est émouvante. Oui. Non, mais tout ce travail-là est émouvant. Le sujet est émouvant aussi. Et puis, la façon d'en parler également, François. Alors, merci beaucoup pour ça. Et un jour, j'aurai un François Michaud à moi. J'espère bien, François. J'espère bien. Oui, ça me ferait très plaisir. Et ça met très, très bien la table pour Vanessa Jérôme, qui patiemment est là avec nous depuis le tout début de cette soirée-là. Vanessa, je ne me trompe pas, ça met bien la table quand même, ce que François vient de nous montrer là. C'est parfait. C'est parfait. C'est un très, très bel enchaînement parce que l'écologie pour réduire les inégalités face au changement climatique, on vit dans un endroit où on connaît bien ça maintenant, les changements climatiques. L'incertitude aussi, puisqu'on a été plongé là-dedans dans les derniers mois de façon brutale, je dirais. Il y a bien des gens qui en souffrent encore chez nous et on traverse toujours cette dernière crise-là des inondations. Alors oui, que dire de ça? Qu'est-ce que reconstruire ensemble? Ça aussi, c'est un beau thème pour parler de changement climatique parce qu'il faut y penser aussi à cette reconstruction-là, je pense, Vanessa. Oui, je voulais dire... bonsoir et puis merci. Si vous me permettez juste une petite seconde parce que finalement je suis la petite dernière et dans le programme et je crois dans les arrivées ici, en Colombie-Britannique. Ça fait 1 an que je suis arrivée et je voulais juste dire un grand merci, ça tombe bien, aux organisateurs et organisatrices de ce soir qui sont aussi les premiers qui m'ont accueillie. En fait, je suis arrivée, contrairement à François Michaud, moi j'ai pas trouvé ça vert, j'ai trouvé ça gris. Je suis arrivée en pleine pandémie, dans des conditions très abrasives, il pleuvait, tout était fermé, on avait le droit d'aller nulle part, on n'avait pas le droit d'avoir ces corps près de nous et il y a eu juste quelques voix
parce que les voix aussi, ça accueille, pas que les corps. Il y a eu les voix du consulat, on n'y pense pas nécessairement quand on arrive sur un territoire, mais qui ont été très accueillantes. Les voix de l'Alliance, bien sûr, française. Aussi les voix de l'université de Victoria et bien sûr celle d'Hélène que je remercierai jamais assez de son accueil. Et puis vous le savez pas Marie, mais la vôtre aussi. Parce que dans le noir, dans l'hiver, débarquant dans un endroit beaucoup moins francophone ou francophile que ce que j'avais anticipé, votre voix le matin, c'était comme douillet, je m'enveloppais dedans, c'était une voix en français. Et voilà, et tous les matins, on se réveillait dans la maison avec votre voix. Puis au fur et à mesure que vous ne voyez pas ce qui se passe de l'autre côté, évidemment, du poste, mais au fur et à mesure que je reprenais un peu du poil de la bête, je me retrouvais, et puis là, je me retrouvais comme je suis d'habitude, c'est-à-dire finalement à m'agacer ou à commenter tout ce que racontaient vos invités. Puis là, je me disais, ça y est, ça m'énerve, ou je m'enthousiasme, ou dans tous les cas, je commente, et du coup, c'était, voilà, c'était pas qu'une petite voix dans la nuit, c'était aussi une manière de retrouver aussi mes thèmes de recherche, l'écologie, le féminisme, tout un tas de choses, et puis d'apprendre évidemment bien sûr de ce territoire qui est très transformateur dans le fond quand on arrive. Voilà, parce que quand on vient d'Europe, on est un peu... bon, voilà, c'est plein de surprises, plein de choses. Et c'est peut-être ça que j'ai envie de partager ce soir, cette espèce de manière d'essayer de trouver comment on peut saisir le moment. En fait, juste le retenir 2 secondes, le saisir et puis voir ce qu'on peut en faire et comment on peut travailler ça. Sachant bien sûr, et c'est la petite rigolade de Vouch, qui est un dessinateur que j'aime bien et qui est au-dessus de moi, je vais me baisser, c'est le pire n'est même pas certain. On a toujours l'habitude de prendre les écologistes un peu pour des Cassandres qui annoncent toujours des horreurs, et puis après on a juste envie de sauter par la fenêtre. Bon, là c'est pas ça l'idée. Moi je suis politiste, donc je suis une spécialiste de sociologie politique et aussi une activiste au sens où ça fait longtemps, en fait, je vais fêter cette année mes 20 années d'engagement militant, aussi bien dans le champ du féminisme que dans celui de l'écologie. Et du coup, voilà, partager aussi des formes d'enthousiasme et de retour d'expérience. Le moment dans lequel on est, c'est bien sûr, c'est un secret pour plus personne ou plus grand monde maintenant, c'est celui de ce qu'on appelle l'inhabitabilité de la Terre. Ce qu'on a fait rend la Terre inhabitable et le tort qu'on a, c'est de souvent penser cette inhabitabilité comme un futur. Non, l'inhabitabilité, elle est déjà là, c'est un présent. C'est un présent pour plein de gens dans le monde. On peut penser à l'Afrique subsaharienne, à l'Asie du Sud, aux petits États du Pacifique, mais aussi un déjà là pour nous. On a eu évidemment beaucoup de ce qu'on appelle encore trop souvent des événements climatiques au sens catastrophes naturelles. Ils ne sont pas naturels parce que c'est l'homme, c'est à cause de l'activité de l'homme que ces catastrophes, entre guillemets, ont lieu. Et en tout cas, ces changements hypothèquent d'une certaine manière, pas seulement la vie des espèces et de la nature. Hein, on sait maintenant qu'on est entré dans cette 5e grande extinction, hein, mais aussi hypothèque nos chances de vivre sur la Terre et de continuer d'y vivre. Ce qui est important d'avoir en tête peut-être, c'est que quand on pense à inhabitable, on pense non seulement à un futur, mais on pense à quelque chose de très définitif, comme si voilà, on est mort, voilà, on n'est plus là, on ne peut pas vivre sur la Terre, on est mort. Non, l'inhabitabilité, c'est aussi une manière de dire qu'il y a des vies qui sont, et elles le sont déjà, qui sont des vies invivables. Vous savez, quand on a ce commentaire, on dit « Oh là là, j'ai fait ci, genre, mais ce n'est pas une vie ». Bon, il y a plein de gens sur cette planète depuis très longtemps et de plus en plus qui vivent des vies que Judith Butler appelle, avec qui j'aime penser, qui sont déjà des vies invivables, à cause du changement climatique, à cause de la chaleur, à cause des inondations, mais aussi, on ne le dit pas assez, c'est lié
inégalité environnementale et inégalité sociale et économique sont très liées, aussi parce que le changement climatique, ça crée des conditions économiques de précarité, de misère qui vont avec. On est beaucoup autour de cette table et sûrement notre salaire, il n'est pas versé à la fin du mois en fonction de la météo qu'il a fait. Par exemple, s'il y a plein de gens pour qui, sur cette planète, c'est le cas. Donc, la première chose qu'on peut se dire, c'est que l'inhabitabilité, c'est un déjà là, et que avec cette inhabitabilité vient l'idée de non seulement l'inégalité, mais l'injustice. Ce qu'il faut se dire très clairement là, et c'est pour ça qu'il ne faut plus parler de crise climatique, on est entré dans une nouvelle normalité. Une crise, ça nécessite l'idée que ça s'arrête. Non, ça ne va pas s'arrêter, la planète ne va pas refroidir, la Terre ne va plus refroidir. On a pris un billet sans retour. Et on a pris un billet qui, pour l'instant, est un retour qui, effectivement, est un retour pas agréable. Si tout le monde tient aujourd'hui, à partir de maintenant, si pendant qu'on se parle, on fait tous les efforts qu'on a promis de faire à la COP, la dernière, la COP 26, à l'été dernier, eh bien, le changement climatique est encore de 2,7 degrés. Ça veut dire que ce n'est pas soutenable. Dans tous les cas, ce n'est pas soutenable et il n'y a pas de retour en arrière. Et à cette idée de l'insoutenable, de l'invivable, on ajoute non seulement les inégalités, mais aussi une forme d'injustice, parce que je ne vous apprends rien si je vous dis que ceux qui ont pollué le plus, ceux qui ont détruit le plus, ceux qui ont l'empreinte la plus lourde sur cette terre, bien c'est aussi ceux qui en subissent le moins les conséquences, même si on commence à apercevoir des conséquences, en ne faisant pas toujours d'ailleurs le lien. J'entendais, je lisais ce matin, et puis je suivais encore la radio, voilà, 40% visiblement des gens qui habitent la Colombie-Britannique pensent que le changement climatique, après le dôme de chaleur qu'on a eu, puis les inondations, puis ces froids, 40% pensent que leur vie va être transformée par le changement climatique. Mais ce n'est pas assez, c'est 100% des gens maintenant qui doivent être convaincus de ça, pas 40, c'est trop petit ce chiffre. Et du coup, la réflexion qu'on peut avoir par rapport à ça, c'est qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'avec le changement climatique, ça clique pas? On n'a plus besoin d'informations, on n'a plus besoin de chiffres, on n'a plus besoin presque de science. Ce dont on a besoin maintenant, c'est de croire ce qu'on sait, de le réaliser et puis d'engager tout de suite les transformations qui sont nécessaires et qui sont nécessaires pour nous, nécessaires pour la planète au sens de ce qu'on entend comme la nature, pour les animaux et puis pour se vivre ensemble, parce qu'une planète plus chaude, il faut le dire très clairement, c'est une planète plus violente aussi. Une des raisons pour lesquelles je m'agace le matin quand j'entends les nouvelles et les nouvelles de Colombie-Britannique, je me dis, mais voilà, si tout le monde était écologiste, si la société avait déjà basculé dans la transition écologiste, il n'y a plus de violence dans le territoire Wet'suwet'en, il n'y a plus de violence à Ferry Creek, il n'y a plus de violence dans les entreprises qui ont fait travailler les travailleurs en première ligne, parce qu'on oublie un peu que le Covid, c'est une zoonose, qu'on en a eu une avant, qu'on oublie aussi le sida, et puis on oublie aussi qu'il y en aura d'autres, parce que pendant qu'on se parle et qu'on déplore la situation dans laquelle on se trouve, on n'a pas arrêté la déforestation, on n'a pas arrêté l'extraction, on n'a pas arrêté de construire ces richesses sur l'extraction, les activités extractivistes. Alors, peut-être que ce qui est important de se dire dans le prolongement de ça, c'est que si on en est là, c'est qu'on n'a pas écouté les voix qui sont élevées pour nous prévenir. Et on dit, oui, ces dernières années, on entend parler de changement climatique. Alors, j'ai pas le temps, malheureusement, peut-être pour une autre fois, de refaire l'histoire de ce qu'on appelle les réflexivités environnementales, c'est-à-dire ces moments où les humains prennent conscience de l'impact qu'ils ont sur l'environnement. Alors, on va tous dire, je ne suis pas médiéviste, mais on va tous dire tout de suite, ça date du Moyen-Âge. Les alertes lancées, ça date du Moyen-Âge, et la conscience qu'on a que l'humain, l'être humain,
peut détruire l'environnement ou en tout cas le modifier, c'est aussi le Moyen-Âge. Et pour prendre juste quelques exemples en Colombie-Britannique ou à ce qu'on appelle le Canada, hein, quand Christophe Colomb non pas découvre parce qu'il n'a rien découvert, mais arrive sur l'île de la Tortue, il a en tête, imaginez 2 secondes qu'il ait eu en tête autre chose que l'idée qu'il allait pouvoir, en coupant des arbres, transformer le climat. Imaginons 2 secondes que tous ceux qui lui ont succédé se soient dit, mais on ne va pas dompter le climat qui est infernal sur ce continent en plantant, en cultivant. Imaginons qu'on ait entendu la voix née en 1971 à Vancouver de Greenpeace pour prévenir des dommages causés à la Terre. Imaginons 2 secondes qu'on ait entendu, non pas la voix de Greta Thunberg en 2018, mais celle d'une jeune femme de Colombie-Britannique, Severn Kulis-Suzuki, hein, qui a été la première à parler en 1992 au sommet de Rio. Voilà, imaginons 2 secondes qu'on ait entendu ces voix, eh bien, de fait, nous n'en serions pas là. Alors, si on en est là, c'est évidemment parce que on pourrait donner 100 000 raisons. Je voudrais juste m'arrêter 1 seconde sur une, parce qu'on n'est pas tous des abominables, des cyniques, des odieux, des cupides. On n'a pas entendu ces voix parce qu'avec la grande accélération, c'est comme ça qu'on appelle le moment après la Deuxième Guerre mondiale, où tout d'un coup on se met à extraire trop, à forcer la planète sur tous les paramètres, à dépasser évidemment toutes les limites. On est entré à ce moment-là vraiment très fort dans l'ère de ce qu'on appelle l'illimitation. Si on a fait ça, c'est parce que de cette illimitation, de cette croissance, on a tiré des bénéfices. L'assurance santé, l'assurance chômage, le bien-être quotidien ou l'amélioration des conditions de vie quotidiennes. Donc, on n'est pas tous fous ou tous cyniques. Il y a eu des fruits, il y a eu de la redistribution avec cette croissance et c'est bien pour cela que c'est difficile, y compris de regarder droit dans les yeux maintenant ceux du Sud, ceux des Sud, qui demandent leur part de ce gâteau qu'on a rogné parce qu'on a finalement vécu sur leur dos et sur leurs dettes. Et ce n'est pas si simple de les regarder droit dans les yeux et leur dire « Désolé, vous arrivez trop tard, du gâteau, il n'y en a plus ». Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour essayer de construire ensemble, de reconstruire, je ne sais pas comment il faut le dire, en tout cas de continuer. Je ne sais pas s'il faut reconstruire, mais en tout cas de continuer à vivre, à espérer. Je crois que la première chose qu'il faut faire, c'est arrêter avec la politique des petits gestes. Les petits gestes quotidiens, c'est bien parce que ça nous permet d'être cohérents, ça nous permet de bien dormir, ça nous permet de nous dire, voilà, j'ai fait mon compost, j'ai fait ma part. Ça nous permet cette forme de luxe finalement qu'on aime, qu'on n'est pas exemplaire, mais on fait notre part, hein, comme les petits colibris. Tout le monde cite toujours cette fable des petits colibris en oubliant la fin, parce qu'elle se termine très mal en réalité. Les petits gestes dans la part des émissions, au mieux, si on était tous exemplaires, si on vivait tous comme une Greta Thunberg, à condition qu'elle le soit pour de vrai, c'est 20% dans la part des émissions. Donc, il faut continuer à le faire, parce qu'il n'y a pas de petit profit. Chaque pouillème de degré de terre qui ne se réchauffe pas, c'est toujours ça de prix, mais ça ne va pas suffire. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est créer des coalitions de citoyens, d'associations, de syndicats, de lanceurs d'alerte, de médias, de voix qui parlent un peu partout, à tout le monde, avec tous les accents, avec tous les vocabulaires, sur tous les tons, pour dire qu'il faut qu'on se mette ensemble, il faut qu'on crée des coalitions qui pèsent, qui créent des rapports de force, parce que finalement, ce qu'il y a à transformer, eh bien on le sait, il faut... un de vos invités, Marie, le disait ce matin en parlant des oiseaux et de la biodiversité, il faut voter, il faut des nouveaux gouvernants, il faut des gens qui ont compris qu'on ne pouvait pas d'un côté déclarer des bonnes intentions climatiques et dans le même temps continuer de subventionner à coups de milliards l'industrie extractiviste, quelle qu'elle soit, parce qu'elle est responsable du changement climatique et qu'elle prend toute la part, elle hypothèque notre avenir. Donc, il faut des nouveaux gouvernants et il faut aussi des citoyens.
Un des exemples, je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas être trop longue, on a beaucoup parlé, et c'est partout sur les réseaux sociaux, de ce film Don't Look Up, ce fameux voilà, best-seller, blockbuster. Mais ce film est nul, je suis désolée de le dire, il est nul. Pourquoi il est nul? Parce que d'abord, il ne nous apprend rien, un climato-sceptique va le rester. Bon, la comète arrive, oui, bon, eh bien, point, on n'a pas interrogé les dinosaures pour savoir s'ils l'avaient vu venir, mais on sait très bien que les humains s'en fichent un peu. Quelque chose va s'écraser, lancé par Elon Musk sur Mars. Ça vous inquiète? Non? Bon, personne n'a fichu le pied sur Mars et on pollue déjà avec nos déchets matériels, nos déchets technologiques, alors qu'on n'y a même pas encore mis les pieds. On n'a pas encore colonisé Mars, on n'a pas encore enclenché ce cycle de prédation qu'est la colonisation, de destruction, de génocide, d'abattage de tout, finalement, que déjà c'est pollué, ça n'émeut personne. Qu'est-ce qui manque à ce film? Pour le dire un peu sérieusement, il manque la société civile. On a des chercheurs, puis on a des gouvernants cyniques. D'abord, les gouvernants ne sont pas tous cyniques, les politiques ne le sont pas tous. Il y a aussi des gens honnêtes, dont on parle peu, dont on parle moins, des petits élus de villes, de quartiers, qui passent des vies, des morceaux de vie pas payés, sans secrétaire, sans lumière, sans prime time à la télévision, pour faire tourner des villes, pour essayer de faire leur part, faire ce qu'ils peuvent. Donc tirer sur tous les politiciens comme ça ne sert à rien. De la même manière qu'il y a des citoyens engagés, mais il y a aussi une société civile. Et dans ce film, il n'y a pas de société civile. Il y a juste des chercheurs un peu foufous. Moi, je ne me reconnais pas trop dans ce type de recherche, mais pourquoi pas, ça peut être drôle de le présenter. Puis je ne reconnais pas nécessairement mes gouvernants non plus. Et en fait, tout va se jouer dans cet intermédiaire qui n'existe pas dans ce film et qui est le nous organisé, le nous ensemble, qu'on peut créer, qu'on doit créer, et sans qui, dans le fond, bien, rien n'arrivera entre le laisser-faire, qui est une impasse cynique, et une autre qui l'est moins, qui est peut-être pleine d'honnêteté aussi, mais qui, cette façon juste de décarboner l'économie, ça ne va pas marcher non plus. Ça ne va pas marcher. Ce qui nous a emmenés dans le mur, c'est qu'on a toujours cru à l'illimitation parce qu'on a toujours cru qu'à coup d'intelligence, à coup de technologie, on allait réussir à contourner les limites de l'écosystème, du système Terre. Vous connaissez peut-être cette phrase française: en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Bon, ça ne va pas suffire d'avoir des idées. Les limites de la Terre, eh bien, elles sont ce qu'elles sont et on ne les contournera pas. Donc, organisons-nous, mettons-nous ensemble, non pas autour de l'idée de toute puissance, mais autour de l'idée de vulnérabilité. Nous sommes vulnérables. Il y a plein de choses très complexes et parfois dangereuses qui ont été dites à propos du Covid, mais il y en a une peut-être qu'on peut retenir, c'est qu'on n'est jamais préparé finalement aux catastrophes qui nous attendent, et construire des murs, fermer des frontières, ça n'a rien arrêté. On ne construira pas des murs jusqu'au ciel pour empêcher les pluies ou les nuages. On ne construira pas des murs pour arrêter les réfugiés climatiques et économiques de venir. On ne construira pas des grands parasols au-dessus de la terre pour nous abriter des dômes de chaleur. Ça ne fonctionnera pas non plus, pas plus que ça n'a fonctionné dans le fond pour le Covid. Alors, je ne sais pas si le pire est certain, j'ai envie de croire que non. Je dis toujours que même désespéré, ça n'empêche pas d'être déterminé. En tout cas, comme le disait un titre de livre que j'aime bien, quitte à ce que ça se termine, quitte à ce qu'on se termine, quitte à ce que la race humaine s'éteigne parce qu'elle n'aura pas fait le nécessaire avant, bien dans le fond, plutôt couler en beauté que flotter sans grâce. C'est le titre d'un ouvrage de Corinne Morel-Darleux que j'aime beaucoup. Au moins, battons-nous jusqu'à la fin. Au moins, on n'aura rien à regretter. Oui, c'est bien vrai. Et là, j'ai une nouvelle recrue pour le café climatique de Far West. Volontiers. Jérôme, oui, c'est clair. J'ai pris beaucoup de notes, j'ai beaucoup de questions. Et autour d'un verre, un jour, on se parlera de Don't Look Up parce que d'un point de vue journalistique, j'ai peut-être une autre lecture de ça à proposer. Mais en tout cas, on s'en reparlera. Arrêtez avec les petits gestes, créer des coalitions. Oui, il y a Hélène qui a écrit Vanessa coalise-nous dans la discussion. Et il y a Stéphanie, parce que je pense qu'on peut poser quand même quelques questions. Là. Stéphanie qui dit, mais comment faire justement pour réveiller plus les consciences malgré tous les exemples de réchauffement climatique qui se multiplient année après année? C'est vrai, comment on fait, Vanessa, comment on fait pour se rassembler encore davantage?
Alors moi, ça fait 20 ans que je milite, 20 ans que je réponds à cette question. Aujourd'hui, avec votre permission, je ne voudrais pas être impolie, voilà, mais j'ai envie de vous la renvoyer. C'est-à-dire, moi, la militante, dont l'empreinte écologique elle est assez légère, pas exemplaire, je suis à 1,2 planètes, c'est encore trop. Juste amis canadiens, la vôtre, c'est 5 en moyenne, jusqu'à 7,5. Hein. Si tous les gens sur la planète vivaient comme les Canadiens, il faudrait 7 planètes et demie. Alors, je ne distribue pas les bons et les mauvais points, ce n'est pas mon genre, puis les Français ne sont pas bons non plus, puis en fait, personne n'est bon au Nord. Donc, mais en tout cas, moi, j'ai envie de vous dire, au bout de 20 ans, j'ai eu tous les arguments. Je les ai tous essayés, comme chercheuse, comme politiste, comme élue, parce que je l'ai été, comme militante, comme citoyenne, comme mère, comme voilà. Et puis, on en est toujours là. Alors moi, j'ai envie de vous dire, mais vous qui ne vous engagez pas, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus que la perspective, non pas de votre mort individuelle, mais de la fin de l'humanité, ou d'atroces souffrances, ou de guerres, de conflits, de canicules, de morts dans vos proches, de maladies, dans le fond, on recommence l'histoire, hein, de Covid, comme il y a eu le smallpox. Voilà, à chaque fois, c'est de la maladie, à chaque fois, c'est des conflits, à chaque fois, c'est des guerres, à chaque fois, c'est les puissants qui prennent toutes les ressources et qui ne redistribuent rien. Moi, j'ai envie de retourner la question aux gens qui me la posent, mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour venir là avec moi, là pour nous rejoindre, pour être tous ensemble, pour imposer finalement à ceux qui nous gouvernent de prendre les bonnes décisions? Voilà, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Si vous savez me dire, je veux bien essayer de retravailler dessus, de trouver d'autres réponses. Et oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que, bon, on a fait le pari d'en parler davantage à Far West, hein, au moins, en tout cas, au moins 2 fois par semaine. Et vous en parlez bien, vous en parlez bien. Tant mieux, merci beaucoup. Venant de vous, ça me fait du bien. Mais on va continuer de le faire, certainement. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a Casey qui dit « J'aime beaucoup l'idée du billet sans retour ». Oui, c'est vrai, ça, effectivement, là, oui. C'est une belle image. Hélène? Hélène, Oui, je voyais la main, je pensais que oui. Oui, merci. Bon, ben, moi, je dois dire que je suis extrêmement émue. Je suis émue d'abord parce que j'étais dans l'univers de François Michaud. Et je sais que François m'a dit, mais non, c'est pas ça du tout. Mais moi, je sens que le regard de ces animaux est posé sur moi, François. C'est-à-dire que je les regarde et à la fois, je les trouve magnifiques et ils me déchirent le cœur. Merci. Et ils sont voyeurs dans le bon sens du terme. Oui, ils sont voyeurs, mais aussi ils m'interrogent. Ils me disent, mais regarde-nous, regarde ce que tu fais de nous. C'est pas moi, je suis simplement le transcripteur de ces sentiments que j'ai, tout simplement. Moi, c'est mes armes. Moi, j'ai pas l'arme politique ou autre. J'appartiens à aucun parti. Moi, j'ai le parti du pinceau et de la gauche. Et je pense que je peux faire autant de travail dans la manière d'énoncer les choses et des prises de conscience à travers la couleur. C'est mon point de vue. Mais je crois que si chacun utilisait ses armes dans ce domaine-là, on ferait aussi beaucoup de bien. Et je pense que c'est pour ça que j'avais en ce moment une idée un peu saugrenue. Je m'étais dit, j'aimerais installer, comme j'ai fait le projet Cœur à un moment, je m'étais dit, j'aimerais faire 100 mains en bronze posées dans 100 lieux culturels à travers le monde. Histoire de montrer simplement, de dire, voilà, quand on repense aux grottes de Lascaux, c'est 15 000 ans, mais les mains de la grotte Chauvet, c'est 35 000 ans, par rapport à notre christianisme, donc c'est rien, c'est rempli de mains. Et en fait, ces mains, c'est quoi? Les chercheurs disent, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ça veut simplement dire, je suis vivant. La main, c'est la transcription de toute notre pensée. Et je crois que le jour où on prendra conscience aussi de choses comme ça, c'est pour ça que j'entends réfléchir à cette idée-là d'installer... C'est par la culture et par l'éducation qu'on arrivera à résoudre tous ces problèmes de société, je pense. C'est pas autre chose. C'est par l'éducation, par je crois qu'il faut revoir vraiment, il faut changer tout un système politique, effectivement. Peut-être, si vous me permettez, juste une chose pour rebondir. Merci François pour ces œuvres qui sont vraiment magnifiques. Juste une chose peut-être de très concrète qui est à chaque décision que l'on va prendre en tant qu'individu et à chaque décision
qui est finalement proposé, qui sont proposés par nos gouvernants, on pourrait juste faire une chose très, 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 très simple. Dire, voilà, cette décision, en quoi elle réduit le changement climatique, elle contribue à réduire le changement climatique, et en quoi elle contribue à le réduire en rétablissant de la justice sociale, de la justice raciale, de la justice de genre, de la justice économique. À partir du moment où une mesure ne contribue pas à réduire le changement climatique en même temps qu'elle rétablit la justice grand J, eh bien, c'est une mauvaise décision, on ne devrait pas la voter, on ne devrait pas la prendre, on ne devrait pas la soutenir, on ne devrait pas l'accompagner, on devrait même peut-être, je vais jusque-là, parce que le répertoire écologiste, c'est celui de la désobéissance civile, on devrait désobéir. Quand nos gouvernants ne prennent pas de décision sage, on devrait s'autoriser à désobéir. Imaginez juste une seconde ce que ce serait le monde là maintenant, quand on va fermer nos écrans, si tous ceux du Sud que l'on a spoliés disaient « ça suffit maintenant, ça suffit ». Si on prenait en retour leur colère légitime, et si tous leurs alliés disaient « à partir de maintenant, c'est terminé ». La désobéissance, ne comptez plus sur la non-violence. Pour l'instant, le monde est à peu près calme, quoiqu'encore, parce que... alors, calme, quoiqu'encore, hein, j'ai dit quoiqu'encore parce que je pense que ça va être pire, c'est pour ça que je dis quoiqu'encore. Imaginons que le Sud décide de se mettre en colère, que les Suds soient en colère et que les gens qui militent depuis longtemps décident de joindre leur colère, leur désespoir au désespoir et aux colères du Sud. Vous savez, ça c'est la violence, ça s'appelle la violence politique, ça c'est là avec un grand V et avec un grand P. Pour l'instant, on compte sur les silences des Suds et on compte sur la culture de la non-violence et la culture de la démocratie, parce que c'est en ça qu'on croit. La démocratie, un projet d'émancipation, c'est pour ça qu'on ne renverse pas la table, c'est pour ça qu'on ne fiche pas tout par terre, parce que les dictatures, on n'en veut pas, y compris des dictatures vertes. Tout le monde dit, mais les écologistes, c'est la dictature verte. Non, toutes les dictatures qui sont en ce moment dans le monde, elles sont justement conduites par des anti-écologistes, ce qu'on appelle même, mon collègue français Jean-Baptiste Fressos, ils appellent les carbofascistes. Voilà. Donc la dictature, la violence, la maltraitance, la destruction, c'est pas du côté des écologistes qu'elle est, pas du tout. Donc voilà, imaginons 2 secondes ce que ce serait le monde si on joignait nos colères. Là, pour le coup, ce serait une grande dévastation. Donc, c'est ça qu'il faut éviter, mais je ne sais pas si on pourra. Mais en tout cas, il faut tout faire, tout, absolument tout, se lever chaque matin pour recommencer et réespérer qu'il n'y ait pas besoin de ces colères-là, qu'on puisse juste se les parler et que la violence ne vienne pas à la place des mots. Voilà. Merci. Oui, on se le souhaite tous, hein, je pense. Ouais, on croise les doigts. En tout cas, il faut faire plus que ça, évidemment, mais quand même. Oui, Hélène? Oui. Comme une bonne élève qui lève la main. Non, c'est la main des grottes de Gargas et des grottes Chouvet. Voilà, ouais. Je pense que cette main-là qui se lève, qui s'inscrit, ben, c'est l'engagement. C'est dire, je suis là, je suis au monde, et je ne veux pas dire je vote parce que ça, je viens d'écouter ce qu'a dit Vanessa, mais j'agis et on ne peut pas ignorer cette main-là. Et c'est pour ça que quand on parlait de construction, moi j'avais envie de parler d'engagement, parce qu'il n'est pas question de faire plus de choses, d'institutions. Non, il est question d'être présent avec son identité. Et j'aimais beaucoup ce que tu as dit, François. Et bien sûr, je suis toujours, comment dire, je me sens humble et en même temps illuminée par ce que dit Vanessa Jérôme. Humble parce qu'il y a un courage incroyable, je trouve, dans la pensée claire, logique, et en même temps implacable de Vanessa sur, je n'ai pas envie de dire le désastre, mais je dirais les ratés qui sont les nôtres. Et il y a dans ce désespoir une action. Et j'aimerais insister là-dessus. Ça n'est pas une manière de dire c'est fini, on a tué la planète.
c'est une manière de dire, voilà comment vit maintenant notre planète. Et j'ai envie de lever la main et de dire, oui, j'y suis. Et je suis avec toi, et reconnaissante à vous tous, parce que c'est l'engagement de la main du marionnettiste aussi tout à l'heure, c'est l'engagement de Ubuntu, c'est l'engagement de Casey qui, comme directeur de la Société francophone de Victoria, fait bouger les choses. Ça, c'est cette espèce de devoir de présence, mais aussi de mouvement dans la présence. Et puis le vôtre, Marie. Et j'avais une question pour vous, Marie. Oui, bien sûr. Est-ce que nous aurions dû vous inviter comme débatteuse? Ah non, non. Non, mais c'est une vraie question. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire de la radio sans être engagé? C'est une question intéressante. Ça dépend où on l'a fait. Ça dépend dans quel contexte on l'a fait. Mon engagement à moi, je dirais, c'est de faire entendre le plus de voix possible, de donner des idées, de transmettre des idées, que les gens aient envie d'en parler après, de soulever des questions, de faire en sorte qu'on ne soit pas tout seul, chacun dans son coin, et de le faire en direct le matin comme ça. Je pense que le direct, moi, j'aime beaucoup ça. Je trouve qu'on est beaucoup chacun de son côté sur son Netflix et sur son Amazon, mais je trouve que l'être ensemble, réfléchir ensemble, ça vaut le coup encore. Alors, ça sert à ça pour moi, la radio. D'abord et avant tout, ça ne sert pas à savoir ce que je veux dire, ça sert pas à... Je le fais surtout dans un contexte radio-canadien, évidemment, qui fait en sorte que j'ai un devoir d'objectivité qui est là et auquel je crois. Je suis une grande défenseuse de la radio publique aussi. Je pense que ça, c'est très, très important qu'on ait encore des médias comme Radio-Canada. Et ce n'est pas parce que j'y travaille, c'est parce que j'y crois profondément, parce qu'il y a le libre pensée, il se doit d'exister, même si en ce moment, on se fait... je voyais des collègues aujourd'hui qui se sont fait tabasser leur voiture en train de couvrir ce convoi de camionneurs là, qui est un mélange de plein de choses, de gens qui veulent vraiment que les choses changent à Ottawa avec les mesures sanitaires, mais il y a aussi de l'extrême droite mélangée à ça. En tout cas, c'est un curieux mélange tout ça. Et il y a de mes collègues qui sont fait vraiment attaquer aujourd'hui. Alors ça m'inquiète profondément qu'on s'attaque à ça, qu'on ne comprenne pas ce qu'on fait, en fait, et qu'on nous dise qu'on ne fait pas la bonne chose, qu'on nous dise qu'on ment. Ça, j'ai été profondément dérangée par les dernières années où on a tant attaqué les médias, surtout les médias comme Radio-Canada, mais aux États-Unis, j'étais renversée par ce qui s'est passé aux États-Unis. Cette notion de fake news me bouleverse encore beaucoup et tous les jours. Alors, de voir mes collègues attaqués comme ça aujourd'hui, ça m'a profondément fait mal. Mais c'est ça, je pense que j'ai ce rôle-là de transmetteuse d'idées, de donner la parole, et puis ça, je vais continuer de le faire. Est-ce que j'ai répondu à la question? Est-ce que c'était ça la question? C'est une magnifique réponse. Une magnifique réponse. Et si je peux me permettre, et après je me tais parce que je sais qu'on est en retard, c'est un magnifique plateau que vous faites. Oui. Vraiment, je vais mieux après vous avoir écouté tous et toutes. Et je suis très reconnaissante à Agnès Piloz, qui vraiment nous a amenés ensemble. Bravo Agnès. Bravo Agnès, vraiment. Oui, merci. Vrai. Vraiment, vraiment. Et en plus, elle est discrète, elle ne veut pas apparaître et tout. Ouais. Vraiment, un travail incroyable, minutieux. Je suis très reconnaissante aussi à Stéphanie Navoli, qui avait pas de temps à nous donner et qui nous a donné plein de temps. Ouais. Elle a dû le prendre sur son temps de sommeil. Ah, je dors plus, oui. Et puis, celle que vous ne voyez pas, c'est Ginette. Et sans Ginette, je vous assure que ce Zoom ne se serait pas passé. Je ne veux pas penser... C'est notre ange de la technologie. Notre ange de la technologie. Grand merci à Ginette. Et puis, bien sûr, au consulat et à travers le consulat, à l'organisation de cette nuit pour qu'on soit ensemble. Mm-hmm. Est-ce que, monsieur le consul, est-ce que vous voulez dire un dernier mot peut-être?
J'ai un peu de scrupules parce qu'il y a beaucoup de choses intelligentes et pertinentes qui ont été dites. Alors, je ne sais pas si je vais être à la hauteur, donc je ne vais pas trop me risquer à cet exercice. Mais je vais être sur des choses plus consensuelles, mais voilà, il y avait beaucoup de choses. Ça reflète toute cette diversité et cette richesse qui est celle de notre communauté francophone ici en Colombie-Britannique. Moi, je suis encore plus récent que Vanessa, parce que je suis arrivé ici le 1er septembre. Donc, je découvre un peu tous les jours et voilà, tout simplement, je trouve que on a la chance, à travers vous, d'avoir toute cette richesse, cette diversité d'idées, d'opinions, de perspectives, de points de vue, de ressources. Et moi, modestement, à travers le consulat et les équipes, Alexandre, Cole, notre attaché culturel qui aide aussi beaucoup les alliances et notamment l'alliance de Victoria, c'est d'essayer de fédérer un petit peu toutes ces bonnes volontés. Et donc, je suis très heureux d'avoir été avec vous ce soir. Et donc, un très, très grand merci à nouveau à toutes et à tous, et à Agnès, à Stéphanie notamment, que je n'ai pas remercié en début d'intervention, parce que sans elle, on n'aurait pas réussi à assembler ce beau plateau, comme Hélène le disait. À toutes et tous, un grand merci, et à Marie, évidemment, aussi, qu'on écoute le matin en famille au petit déjeuner avant de partir à l'école. Donc, comme le disait Vanessa, c'est vrai que la voix, c'est quand même quelque chose de tout à fait particulier. Et donc, voilà, merci à nouveau, bravo pour cette soirée. Merci à vous tous. Vous savez que c'est une joie de vous compter parmi mes auditrices et auditeurs, parce que faire de la radio en ce moment, en plus, parce que j'ai un peu l'impression d'être toute seule, hein, vous savez que j'ai plus personne devant moi. Alors, ouais, des fois, je me demande qui nous écoute. Alors, quand vous n'en pouvez plus d'entendre le 236-330-9919, là, écrivez-moi pour vrai, pour me dire bonjour le matin. Ça me fait vraiment plaisir, sincèrement. Et puis, vous savez, bientôt, on va sortir de ça, là, et on va pouvoir faire de la radio ailleurs qu'à Vancouver. Et ça me fera grand plaisir d'aller faire une émission à Victoria, qu'on se réunisse ensemble, là, qu'on se voit. Ah oui, qu'on fasse ça en vrai, Oui, Ouais, c'est une bonne idée. Et on veut le duo le Hot Club des Insulaires. Ouais, ben oui, Ah, bravo, oui. Bravo, c'est vrai. Oui. Oui, On il faut les le veut dire. quand on se voit ensemble. C'est ça. Bravo vraiment à vous deux. Et puis, votre musique, il faut qu'on la connaisse davantage, je pense bien. Ben, merci tout le monde. Merci. Je pense que c'est là-dessus qu'on va se quitter. Je vais aller faire dodo. Et puis, bonne journée. Oui, voilà. Et puis, ben, merci à tout le monde qui était là ce soir. Merci de nous avoir écoutés, entendus. J'espère que vous avez retenu certaines choses. J'espère qu'on a fait. Je pense que oui. Et puis, je voulais juste ajouter qu'il ne faut pas oublier, donc c'est en rediffusion, ça sera en rediffusion sur la chaîne YouTube pour ceux qui n'auront pas pu le voir, hein, ou qui voudraient revoir ou revoir en détail certains sujets. Et l'Alliance française de Victoria, on va essayer dans le futur d'inviter certains des participants, voire tous, à les inviter pour faire des conférences sur leur sujet en plus grand développement, parce que là, on n'a eu que des tout petits morceaux, on n'a pas eu assez. Donc, si on veut en avoir un peu plus, on essaiera d'organiser vraiment des soirées sur chaque sujet qui auront été exposés ce soir. Et puis, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et sur le site de l'Alliance française pour la suite. Et si vous avez besoin de moi, vous me le direz, ça me fera plaisir. Oui, Marie, ça fera plaisir. Oui. Avec grand plaisir. Ben, merci beaucoup, tout le monde. Merci infiniment. Et puis, à bientôt, je l'espère. Merci. À bientôt. Bonne soirée. Il semblerait qu'on ait un petit souci technique. Tim a disparu avec la caméra. Donc, on va peut-être arrêter la soirée
Je pense que Tim a pris... Non, on va s'engager dans l'incertitude et on va attendre encore un petit peu parce que... On va lui laisser une chance, on va lui laisser une chance. Voilà, laisser une chance. Dans l'incertitude, et puis si j'avais tort d'espérer, eh bien, c'est pas grave, on coupera avant de le mettre sur YouTube. Voilà.